Chers étudiants, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui notre cours de recherche opérationnelle. Je vous rappelle que lors de la dernière séance, nous avons essayé de délimiter le domaine de cette discipline, de délimiter la recherche opérationnelle dans son contenu, dans ses objectifs et dans la méthodologie à déployer, au plan bien sûr pédagogique et d'enseignement. Dans ce chapitre, nous avons mis en évidence un fait qu'il faut bien retenir, à savoir qu'en matière de recherche opérationnelle, on procède en 3 étapes. La première étape, il s'agit de modéliser un problème réel, un problème de gestion. Or, pour pouvoir modéliser, il faut tout d'abord avoir bien compris le problème, avoir identifié les différentes variables du problème, avoir identifié les relations entre variables et le contexte décisionnel. Et pour la modélisation, vous n'êtes pas sans le savoir, il n'y a pas d'algorithme. On modélise ce qu'on a compris. Deuxième étape sur laquelle j'ai insisté, c'est la résolution, ou ce qu'on convient d'appeler l'optimisation. Dans ce cas-là, vous avez un certain nombre de méthodes mathématiques, vous avez un certain nombre d'algorithmes qu'il va falloir maîtriser. Et nous sommes là pour vous aider à maîtriser ces méthodes. Troisième étape importante, parce qu'on ne fait pas de l'art pour l'art. Troisième étape importante, il s'agit de faire ce qu'on appelle l'analyse post-optimale. Cela veut dire quoi? Quand on a résolu un problème de recherche opérationnelle de façon générale, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient un être mathématique, on obtient un scalaire, on obtient un vecteur, on obtient une matrice. Et il va falloir faire le feedback, donc revenir sur le problème, pour pouvoir interpréter de façon opérationnelle les résultats obtenus. Voilà ce que j'aimerais que vous retiendrez de cette première séance. Aujourd'hui, nous allons commencer la première technique, la première méthode de recherche opérationnelle, ou le premier modèle, est donc ce qu'on appelle la programmation linéaire. Il s'agit d'une méthode, j'allais dire, très connue, très classique en matière de recherche opérationnelle, qui a connu beaucoup d'applications, non seulement dans le domaine des sciences de gestion, mais également dans le domaine de l'économie, et principalement de la planification macroéconomique. Il s'agit donc d'une méthode de recherche opérationnelle, la plus simple, j'allais dire, du moins dans la formulation que nous allons vous présenter, monsieur professeur Blimleh et moi-même, la plus utilisée, qui a rendu beaucoup de services, mais qui a beaucoup de limitations parce que, comme on va le voir, elle simplifie à l'extrême les problèmes réels à résoudre. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques de ce chapitre? Ces objectifs, je les ramène pratiquement à 4 objectifs. Le premier objectif important pour moi, c'est de comprendre les particularités du modèle de programmation linéaire ainsi que les domaines d'application. Parce qu'on ne fait pas des cours sous forme de recettes de cuisine. On ne peut modéliser que ce qu'on a compris. Et donc, la nature du problème à résoudre, le contexte de la décision ou du problème, les variables du problème, etc. Donc tous ces aspects, il faut les avoir bien saisis dès le départ pour s'assurer que face à tel ou tel problème, c'est telle ou telle méthode de recherche opérationnelle qu'il va falloir utiliser. Donc première des choses encore très importantes, c'est de comprendre le type de problème à résoudre. Et pour pouvoir le comprendre, il faudrait bien sûr connaître les particularités de chacune des méthodes de recherche opérationnelle, en l'occurrence celle que je présente aujourd'hui, à savoir la programmation linéaire. Deuxième objectif, c'est de montrer l'importance de l'étape de formalisation d'un problème. Étape importante, parce que si on formalise mal, quelle que soit notre maîtrise des algorithmes de résolution, on n'aboutirait pas au résultat escompté. Troisième objectif, au plan pédagogique bien entendu, c'est de comprendre et de maîtriser les techniques de résolution courantes d'un problème de programmation linéaire. Nous allons
professeur Blimlih et moi-même, vous présenter deux méthodes classiques de résolution des programmes linéaires qui sont encore une fois des méthodes itératives, c'est-à-dire qu'on procède étape par étape de façon itérative pour atteindre l'optimum recherché. Les méthodes que nous allons vous présenter, c'est tout d'abord la méthode géométrique, ou ce qu'on convient d'appeler la méthode graphique, qui présente l'intérêt de visualiser le processus de simulation et d'approximation successive, étape par étape, mais qui a bien entendu la limitation claire, c'est qu'elle ne peut être valable que dans les modèles à deux variables, quand on travaille dans l'espace R2. Et puis nous allons vous présenter bien sûr une méthode plus générale de résolution des programmes, quelle qu'en soit la taille, et c'est la méthode simplex. Donc comprendre et maîtriser les techniques de résolution courantes d'un programme linéaire, c'est un objectif pédagogique important de ce cours. Quatrième et dernier objectif, c'est de souligner l'importance de l'analyse post-optimale. Encore une fois, quand on a atteint un résultat, comme on est des gestionnaires, et comme la gestion c'est la science de l'action et de la décision, il faut être en mesure de passer de l'être mathématique au problème réel, et donc d'interpréter de façon opérationnelle les résultats obtenus. L'objet de la programmation linéaire, je dirais que la programmation linéaire, c'est une méthode de résolution, de recherche opérationnelle qui permet de déterminer l'extrémum, entendant par là maximum ou minimum mathématique. Donc qui permet de déterminer l'extrémum lié. Donc nous sommes dans le contexte de la recherche d'extrémum lié, c'est-à-dire sous contrainte. Donc déterminer l'extrémum lié d'une fonction linéaire sur un ensemble défini par des relations de type également linéaire, d'où le nom de programmation linéaire. Lorsque la relation n'est pas linéaire, lorsqu'il est non linéaire, on est dans la PNL, la programmation non linéaire. Dans la programmation quadratique, convexe, quasi-convexe, mais là, encore une fois, pour ce premier chapitre du programme de S5, nous travaillerons sur le modèle le plus simple, qui est le modèle de programmation linéaire. Les relations entre variables sont de type linéaire, que ce soit au niveau de la fonction qui traduit l'objectif à atteindre, ou bien au niveau du système des contraintes. Un problème de programmation linéaire se pose lorsque on cherche à déterminer l'extrémum, maximum ou minimum selon les cas. Quand on a un problème de chiffre d'affaires, on cherche à le maximiser. Quand on a un problème de marge sur coût variable, on cherche à la maximiser. Quand on a un problème de distance, on cherche à la minimiser. Quand on a un problème de coût, on cherche à le minimiser, etc. Mais il faudrait avoir bien compris au préalable le type de problème qui est posé pour pouvoir aller de l'avant. Donc c'est un problème de programmation linéaire qui se pose lorsqu'on cherche à déterminer l'extrémum d'une fonction linéaire de plusieurs variables appelée fonction économique ou fonction objectif. Objectif, c'est un mot composé, fonction objectif. Certains auteurs, je ne sais pas pourquoi, ils prennent objectif comme adjectif et mettent fonction objective. C'est une fonction qui traduit l'objectif, ou qu'on appelle également fonction économique, qui est elle-même définie dans un domaine déterminé par des contraintes linéaires, ce qu'on appelle le domaine des solutions possibles, et qu'on va visualiser, qu'on va concrétiser quand on abordera la section sur la résolution. Le processus justement de résolution ou bien de détermination des extrémums, il porte le nom de processus d'optimisation. Nous cherchons à chaque fois à optimiser, et c'est le propre de la science économique de façon générale. Optimiser, c'est-à-dire faire mieux avec les moyens qu'on a. Faire mieux compte tenu des contraintes qu'on a. Des contraintes sur les ressources, non d'abord. Les relations donc, entre variables, les relations de type linéaire sont appelées contraintes et sont généralement écrites sous la forme d'une équation. L'ensemble qui est formé par la fonction objectif, qui est une forme linéaire, et les contraintes forment ce qu'on appelle un modèle de programmation linéaire. Donc, un modèle de programmation linéaire se compose pratiquement de trois éléments. La fonction objectif, ou la fonction qui traduit l'objectif, et qu'on appelle également fonction économique, et le système des contraintes techniques. Et troisième élément, qu'on oublie souvent mais qui est très important, c'est les contraintes de non-négativité. Autrement dit, dans les problèmes décisionnels dans lesquels, ou bien sur lesquels
nous travaillons, on travaille principalement dans l'espace R+. Donc, toutes les variables sont non négatives et peuvent être nulles ou bien positives, en tout cas non négatives. Alors, ce type de modèle, le modèle de programmation linéaire, il convient, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, à une large gamme de problèmes de gestion, principalement les problèmes techniques. Nous aurons l'occasion d'expliquer ça par la suite, tout au long de ce chapitre. Nous travaillons sur des problèmes techniques principalement, donc pour lesquels les données sont généralement connues avec certitude. Et nous travaillerons également sur des problèmes pour lesquels il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de concurrence. Nous travaillerons également sur des problèmes, je dirais statiques, c'est-à-dire que le temps n'intervient pas dans la formation ou dans la formulation de l'objectif. Sinon, si le temps joue un rôle important pour déterminer un résultat à atteindre, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser la programmation linéaire, on va plutôt travailler sur la programmation dynamique avec les chaînes de Markov, etc. Ce qui ne fait d'ailleurs pas partie de votre programme, puisque ça fait partie du programme de master. Nous abordons maintenant la première section sur la formalisation des problèmes de programmation linéaire. Comment formaliser? Comment passer d'un problème écrit sous forme d'un texte à un modèle de programmation linéaire, c'est-à-dire une fonction objective, un système de contraintes techniques et des contraintes de signes, ou ce qu'on appelle également les contraintes de non-négativité. Alors la formalisation, c'est-à-dire l'écriture du modèle mathématique correspondant à un problème de gestion, revêt encore une fois une importance cruciale. Parce qu'on ne peut encore une fois formaliser que ce qu'on a bien compris. Il faut vraiment lire, relire, bien pénétrer le problème pour pouvoir le formaliser. Parce qu'à un certain moment, je dirais à la fin du semestre, on doit se dire, pour tel ou tel problème, est-ce qu'on va appliquer la programmation linéaire, ou bien la théorie des graphes, ou bien la théorie des jeux, ou bien d'autres méthodes de recherche opérationnelle. Et donc c'est en fonction de notre compréhension du problème que l'on peut facilement trouver le modèle d'aide à la décision qu'il faut utiliser. Une modélisation réussie donc requiert une bonne compréhension du problème. Alors, la formalisation d'un problème de programmation linéaire, on va l'aborder sous un double angle, deux angles d'éclairage. Tout d'abord, on va essayer de mettre en évidence les caractéristiques du modèle de programmation linéaire et qui le particularise, qui le distingue de tout autre modèle de recherche opérationnelle. Et puis, dans un second temps, je vais vous présenter la démarche de formalisation des problèmes réels. Et encore une fois, s'il vous plaît, dans ce chapitre comme dans d'autres, la formalisation, c'est une réduction du problème réel, c'est une abstraction. Donc, on adopte plusieurs hypothèses pour pouvoir formaliser. Encore une fois, et je le redis, c'est que c'est une aide à la décision. Parce que la décision reste toujours un acte politique, c'est-à-dire en référence à la politique générale de l'organisation. Alors, je vais commencer par les caractéristiques du modèle de programmation linéaire. Alors, ces caractéristiques, tout d'abord, c'est un modèle déterministe. Ça veut dire quoi un modèle déterministe? Ça veut dire qu'il s'applique à des problèmes pour lesquels la décision est prise dans un environnement certain. Les différentes variables et les différents paramètres du problème sont connus avec certitude. Lorsque certaines variables présentent un risque d'incertitude, on peut, dans ce cas-là, étudier, comme prolongement de la programmation linéaire, faire ce qu'on appelle de l'analyse de sensibilité à travers le paramétrage. Certainement, on n'aura pas le temps d'aborder ça, mais pour le moment, retenez que programmation linéaire, elle concerne principalement un modèle déterministe. Donc, les variables sont connues avec certitude, il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas non plus d'antagonisme. Antagonisme, c'est-à-dire la situation dans laquelle, moi, décideur, je veux atteindre un objectif, et cet objectif ne peut être atteint qu'aux dépens d'un autre. Pensez par exemple à la stratégie marketing. Si moi, entreprise, je veux accroître ma part de marché, eh bien, impérativement, ça va porter atteinte à mon concurrent, parce qu'il verra sa part de marché à lui diminuer. Et donc, automatiquement, mon action va susciter une réaction. Ça, ce n'est pas des aspects que nous allons aborder dans la programmation linéaire, mais qu'on aborde généralement dans la théorie des jeux de stratégie. Donc, c'est dire que dans nos modèles, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas de concurrence.
J'allais dire que le décideur prend tranquillement sa décision. Tranquillement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît les variables. L'environnement, il n'est pas hostile et donc il peut, à la limite, facilement prendre sa décision. Deuxièmement, c'est un modèle unicritère. Ça veut dire que l'objectif à atteindre est traduit par un seul critère. Maximiser la marge sur coût variable. Minimiser le coût total de production. Donc la décision, c'est un seul critère. Plus que cela, c'est un seul décideur qui prend sa décision sur la base d'un critère. Donc ce qu'on appelle une approche monocritère. Troisièmement, c'est un modèle statique. Alors là, le temps n'intervient pas dans la formulation d'un résultat. C'est très important. Voilà donc, une fois qu'on est sûr qu'au moins ces trois caractéristiques sont réalisées, nous saurons avec certitude que pour tel problème qui se présente, c'est la méthode de la programmation linéaire qui doit être adoptée. Quels sont les éléments d'un modèle de programmation linéaire? Eh bien, les éléments d'un modèle de programmation linéaire sont au nombre de 4. Et il vous appartient, lorsque vous avez un problème à formaliser, il vous appartient d'identifier ces 4 éléments et de leur donner un contenu concret, en référence, bien sûr, au problème que vous avez à résoudre. Ces 4 éléments, que j'appelle également les 4 composantes, puisqu'elles forment le modèle de programmation linéaire, sont tout d'abord les activités. Ensuite, les coefficients économiques. En troisième lieu, les ressources. Et enfin, les coefficients techniques. Déjà, la combinaison linéaire des activités représentées par un vecteur et des coefficients économiques représentés également par un vecteur nous donne l'objectif à atteindre, ou la fonction objectif. Alors je vais présenter rapidement, s'il vous plaît, chacun de ces éléments, avant d'essayer de leur donner un contenu concret à travers un exemple que j'ai préparé pour vous. Alors tout d'abord, les activités. Alors les activités, ce sont les variables d'action. Quand je dis variables d'action, ce sur quoi il faut agir pour atteindre un objectif. Lorsque je suis un responsable de production et que je cherche à organiser mon programme, programmation c'est programme, c'est-à-dire un mode d'action, mon programme pour maximiser le chiffre d'affaires, eh bien, les activités, ce sont les produits que je fabrique. D'accord? Voilà. Donc ce sont des variables d'action, autrement dit, ce sur quoi le décideur doit agir pour atteindre un objectif déterminé, ou l'objectif visé. Exemple, dans un problème de maximisation du chiffre d'affaires ou bien de minimisation du coût total, les activités, ce sont les produits fabriqués par l'entreprise ou bien, on dit également, les activités exercées par l'entreprise. Ces activités sont représentées à l'aide d'un vecteur X. Un vecteur colonne X, donc vous avez un ensemble d'activités qui correspondent par exemple à un ensemble de produits fabriqués par l'entreprise. Donc première des choses, quand on lit un problème, il faut penser à identifier ces activités. Deuxièmement, les coefficients économiques. Alors les coefficients économiques, ils mesurent le degré de contribution de chaque activité à la réalisation de l'objectif. Comment est-ce que chaque activité contribue-t-elle à la réalisation d'un objectif? Si j'ai un problème de maximisation du chiffre d'affaires, eh bien, les coefficients économiques, ça sera le prix unitaire de chacun des produits. Si c'est un problème de maximisation de la marge sur coût variable, la marge totale sur coût variable, eh bien, les coefficients économiques, ce seraient les marges unitaires sur coût variable, etc. Exemple, donc, le prix de vente unitaire dans un problème de maximisation du chiffre d'affaires constitue le coefficient économique. Et donc, j'aurai, s'il vous plaît, autant de coefficients économiques que d'activités. Et les coefficients économiques, ils sont représentés par un vecteur C. C1, C2, CI, CN. Donc, autant d'activités, nous avions tout à l'heure N activités, et là, chaque activité, il a un coefficient économique. Autrement dit, chaque activité contribue à l'unité, à la réalisation de l'objectif total global de l'entreprise. Troisième élément, excusez-moi, donc la combinaison linéaire des deux éléments, à savoir les activités, le vecteur activité et le vecteur coefficient économique, vous donne la fonction économique ou fonction objectif que l'on va noter, on va le voir Z, de cette manière-là.
Donc c'est le produit scalaire des deux vecteurs, C fois X, écrit sous forme matricielle, et sous la forme algébrique classique, c'est C1x1 plus C2x2, etc., plus Cn(xn). Troisième élément composant un modèle de programmation linéaire, ce sont les ressources. Alors les ressources, on peut les définir de façon très simple et très brève, puisqu'on ne fait pas un cours de gestion, comme traduisant le facteur limitatif du calcul économique du décideur. Tout ce qui contraint, tout ce qui limite le calcul économique du décideur, ce sont les ressources économiques. Il renvoie à la notion de contrainte. Et pour un problème, par exemple, de gestion de production, la capacité des installations de fabrication constitue des ressources. La notion économique de ressources, c'est la rareté. Rare. Une entreprise n'a pas une capacité infinie pour pouvoir produire tout ce qu'elle veut ou tout ce que le marché demande. Autre exemple, les disponibilités en stock. Autre exemple, les effectifs employés. Tout ça, c'est des ressources. Ça veut dire quoi? C'est des facteurs limitatifs du calcul économique du décideur. On les représente également à l'aide d'un vecteur, excusez-moi, c'est le vecteur B. Nous avons M ressources. M ressources, N activités et M ressources. On peut avoir des cas où on a le nombre d'activités est égal au nombre de ressources et on tombera sur une matrice carrée. Nous aurons l'occasion de le voir dans le cadre, bien sûr, du cours et surtout des TD. Dernier élément, ce sont les coefficients techniques. Eh bien, les coefficients techniques, ils mesurent le degré de consommation d'une ressource par une activité. Comment est-ce que chaque unité de ressources, ou bien comment est-ce que chaque activité va consommer en termes d'unité de ressources? Donc, le degré de consommation d'une ressource par une activité. Exemple, pour un problème de gestion de production, les matières premières, le nombre d'heures machines ou d'heures de travail nécessaires à fabriquer une unité du produit fini. À fabriquer une unité du produit fini. Et en croisant, nous tombons sur la matrice des coefficients techniques qui donne, par exemple, pour la composante AIJ, elle donne la quantité de la ressource J consommée par une unité du produit I. La combinaison linéaire des deux derniers facteurs, bien sûr, vous donne pratiquement le système des contraintes techniques. Donc c'est le produit matriciel de la matrice des coefficients économiques fois le vecteur des activités supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal. Nous aurons le temps d'expliquer ça parce que tout dépend des problèmes. Mais de manière générale, on harmonise l'écriture en posant par exemple pour les problèmes de maximisation inférieure ou égale pour donner un sens, une connotation forte à la notion de contrainte. Et dans un problème de minimisation, les contraintes seraient avec le signe supérieur ou égal. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles nous allons travailler dans les travaux dirigés. En tout état de cause, on peut toujours harmoniser l'écriture. Si vous vouliez, par exemple, supérieur ou égal alors que vous avez inférieur ou égal, on vous a appris dès le lycée qu'il suffit de multiplier les deux membres de l'inéquation par moins 1 pour changer le signe. Mais là, c'est un petit détail de calcul sur lesquels nous reviendrons par la suite. Voilà donc, s'il vous plaît, pour les éléments qui composent un modèle de programmation linéaire. Et je passe maintenant à la démarche de formalisation. C'est-à-dire, une fois que vous avez le problème, comment est-ce que vous allez passer d'un problème écrit sous la forme de texte à un modèle? Comment abstraire le problème? Comment réduire le modèle et le problème et l'écrire sous forme d'un modèle mathématique? Alors, dans la démarche de formalisation, donc en fonction de la nature du problème, qu'il va falloir dès le départ, quand vous avez un exercice, un problème à résoudre, tout d'abord, essayer de voir quelle est la nature du problème. Lire une première fois, une deuxième fois, lire de haut en bas, de bas en haut, pour comprendre quelle est la nature du problème, parce que c'est en fonction de cette compréhension, ou bien cette compréhension va vous faciliter grandement le travail de la modélisation et de la formalisation mathématique. Et donc, la nature du problème, le sens d'optimisation, d'ailleurs ils sont liés, la nature du problème nous donne une idée sur le sens d'optimisation. Si c'est un problème de bénéfice, eh ben, nous saurons facilement qu'un bénéfice, ça se maximise.
Si c'est un problème de coût, eh ben nous savons, on n'a pas besoin de revenir vers ces cours de gestion, nous savons qu'un coût, pour un décideur, il cherche toujours à le minimiser, etc. Donc la nature du problème et le centre d'optimisation, ils sont liés, fortement liés. Puis par la suite, il faut identifier les activités, les coefficients économiques, les ressources, les coefficients techniques, bref, les 4 éléments que je viens de présenter et qui composent donc un modèle de programmation linéaire. Alors là, je donne un petit exemple, s'il vous plaît. On va le lire. Je vais le lire. Vous laissez le temps de le lire, de le relire, et puis je vais passer à la résolution, histoire pour moi, encore une fois, de concrétiser ce que je viens de vous dire là. Alors, une entreprise de menuiserie fabrique et vend 2 types de meubles, M1, M2. Cette activité génère un bénéfice unitaire de 100 unités monétaires pour M1 et 300 unités monétaires pour M2. Déjà, ce premier paragraphe, il est chargé de signification. C'est un problème de production. J'ai les données, ils sont connus, et d'autres données viendront. C'est un problème d'une entreprise qui vend 2 types de meubles. Donc, il y a 2 activités, 2 produits. Chaque meuble est caractérisé par le bénéfice unitaire. Donc j'ai un problème de recherche d'un bénéfice total. Quand on me dit, sans qu'on explique plus, quand on me dit déterminer l'optimum, ou bien la solution optimale, ou bien le programme optimal de fabrication, eh bien je dois savoir, sans trop réfléchir, je dois savoir que puisque on parle de bénéfice, c'est un problème de maximisation. Voilà un peu le type de lecture auquel je vous invite. On ne fait pas des mathématiques pour les mathématiques. Nous sommes dans une faculté de droit, dans un parcours de gestion. Eh bien, il faut qu'on agisse en gestionnaire. Des gens de terrain, des gens d'action et de décision. Et donc comprendre son problème. Je continue. L'entreprise dispose de 2 ateliers A1 et A2. Voilà la notion de ressources qui arrive. Pour pouvoir exécuter ces activités, elle dispose de 2 ateliers. Or, les ateliers, quand on les a, ils n'ont pas une capacité infinie. Donc, l'entreprise dispose de 2 ateliers A1 et A2, dont les capacités journalières sont limitées. C'est même écrit. Donc, il y a la limitation. Et qui dit limitation, dit contrainte. Il y a une contrainte. Ils sont limités à combien? À 12 heures et à 16 heures, respectivement, pour A1 et A2. C'est-à-dire que l'atelier A1 n'est disponible que 12 heures par jour, alors que l'atelier A2, il est disponible 16 heures. On ne peut pas aller au-delà de ces disponibilités. Et quand je dis qu'on ne peut pas aller au-delà de ces disponibilités, ça veut dire qu'on doit travailler et le maximum que l'on puisse faire, c'est d'utiliser les 12 heures et les 16 heures. On ne peut pas faire plus. Sinon, c'est un autre problème qui se posera et sur lequel je reviendrai avec vous lors des TD. Je continue. La fabrication d'une unité de M1 nécessite 4 heures de travail dans A1 et 8 heures dans A2. Là, la notion de coefficient technique, puisque je suis en train de décrire comment est-ce que chaque ressource est utilisée par les activités. La fabrication d'une unité M1 nécessite une unité. Donc, à l'unité, nécessite 4 heures de travail dans A1 et 8 heures dans A2. Deuxième ressource, la fabrication d'une unité, ou deuxième, pardon, activité, la fabrication d'une unité de M2 nécessite 6 heures de travail dans l'atelier A1 et 4 heures dans l'atelier A2. Et là, nous avons de façon très explicite les coefficients économiques, les coefficients, pardon, techniques. Les coefficients, je répète, techniques. Donc c'est ce type de lecture. Ah, vous êtes des gestionnaires. Il faut comprendre votre problème. Il faut le décortiquer. Il faut le décortiquer. Ne vous précipitez pas pour formaliser. Ça ne sert à rien que de formaliser sur une base fausse. On suppose qu'il y a une demande élevée des 2 produits. Donc pas de contraintes sur le marché. Voilà des informations qui sont bien sûr très théoriques. Parce que la réalité, elle est autre. Mais malgré ces limitations, ce modèle de programmation linéaire a rendu beaucoup de services dans différents secteurs de l'activité économique et de gestion. Qu'est-ce qu'on vous demande? D'établir le modèle mathématique associé à ce problème. Vous l'aurez compris. Je vais passer rapidement ces différents éléments que je viens d'expliquer.
La nature du problème, donc c'est un problème de gestion de production, donc c'est un problème technique, tout est connu à l'avance. On est dans le déterminisme, l'environnement certain de la décision. Le sens d'optimisation, c'est clair, puisqu'on a parlé de bénéfice, donc il s'agit de maximiser le bénéfice. Concernant les activités, nous l'avons déjà dit, on a identifié deux types d'activités, production de deux produits, d'accord? Donc on donne X1 le niveau d'activité. Pour le vecteur, c'est le niveau d'activité. C'est-à-dire, quand je dis niveau d'activité, la quantité à fabriquer pour atteindre un objectif. C'est ce qu'on appelle un programme de fabrication. Le professeur de contrôle-gestion vous parlera de programme de fabrication dans le cadre du processus budgétaire pour l'établissement du budget de production. De X2, le niveau d'activité de production du meuble M2. Ce que l'on peut représenter donc par le vecteur X, le vecteur d'activité, égale X1, X2. X1, c'est le niveau d'activité 1, c'est-à-dire de production du premier meuble. X2, c'est le niveau d'activité de production du meuble M2. Autrement dit, quand je dis encore une fois niveau d'activité, c'est-à-dire la quantité à produire, le programme de fabrication. Les coefficients économiques, nous l'avons déjà dit, ce sont les bénéfices des deux types de meubles. Et là, nous avons 100 unités monétaires pour le bénéfice unitaire du meuble 1 et 300 unités monétaires qui constituent le bénéfice du meuble unitaire pour le meuble 2. Ce qui donne le vecteur C égale 100, 300. 100, c'est le bénéfice unitaire d'une unité du meuble M1 et 300, c'est le bénéfice unitaire d'une unité du meuble M2. Les ressources. Les ressources, comme nous l'avons déjà défini, nous les avons déjà définies, c'est les facteurs limitants du calcul économique. Nous avons vu qu'il y a deux ressources dans ce problème. Donc, ce sont les capacités journalières limitées de deux ateliers. Soit pour l'atelier B1, il est disponible uniquement 12 heures par jour, et pour l'atelier 2, il est disponible 16 heures par jour. Ce qui donne pratiquement le vecteur des ressources B, un vecteur colonne égale 12, 16. Ce sont les facteurs limitants ou limitatifs du calcul économique du décideur ou du programmeur. Enfin, les coefficients techniques, c'est les quantités de ressources nécessaires pour fabriquer une unité de produit fini. Et nous les représentons, je vous conseille de représenter sous forme d'un tableau à double entrée. En colonne, vous avez les produits, meuble 1, meuble 2, et en ligne, vous avez les heures, machines. Et vous disposez en fonction des données du problème. Une unité, par exemple, du meuble 1 requiert 4 heures machine 1 et 8 heures machine 2, etc. Et puis, vous avez les disponibilités et vous saurez maintenant, vous savez déjà maintenant, qu'on ne peut pas dépasser ce qu'on a ici. Donc, impérativement, quand je dis qu'on ne peut pas dépasser, le signe serait inférieur ou égal. Finalement, un modèle de programmation linéaire peut être écrit soit sous la forme matricielle, ce que j'ai déjà présenté. Donc la fonction objectif, c'est le produit scalaire des deux vecteurs Cx, écrit également sous cette forme-là, en explicitant les vecteurs. Et le système de contraintes techniques, c'est la matrice d'équation technique qui multiplie le vecteur des activités inférieur ou égal au vecteur des ressources, qu'on peut expliciter de cette manière-là avec les contraintes de non-négativité, ou ce qu'on peut également écrire sous la forme algébrique classique. De cette manière-là, Z, la fonction objectif à maximiser, est égale à 100x1 plus 300x2, 100x1 plus 300x2, sous contrainte 4x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 12, 8x1 plus 4x2 inférieur ou égal à 16, et les contraintes de non-négativité, toutes les variables du problème sont non négatives ou bien sont supérieures ou égales à 0. Et regardez s'il vous plaît comment est-ce qu'on a réduit le texte qui fait une demi-page en ce système-là. Une fonction objectif à maximiser qui est une forme linéaire, donc une application d'un espace dans le corps, des scalaires, et un système de contraintes techniques également linéaires, et enfin un système plutôt des contraintes de non-négativité des variables. Voilà pour cet exercice-là de maximisation. J'ai également prévu un deuxième exemple de minimisation qu'on aura l'occasion de traiter dans le cadre du TD. Je vous remercie pour votre attention.